Ça fait longtemps. Bonjour Victor. Même s'il peut pas marcher, même s'il peut pas parler, mais voilà. Enchanté. Alors, bougez pas. Tu nous donnes le top départ? Oui. Oui. Est-ce que vous nous entendez tous? Vous pouvez utiliser le chat pour nous répondre. Bonjour à tous en tout cas. Oui. Bonjour. Très bien. Et je propose d'attendre encore quelques minutes, le temps peut-être que les gens se connectent, ça arrive petit à petit. C'est tôt le matin, c'est sûr. Hein. Ah voilà, là, je pense qu'on m'entend. Aurélien, c'est ça? Oui, on t'entend bien. Oui. Ah, oui. Très bien, ouais. Parce que je ne trouvais pas le petit micro pour allumer ou éteindre, donc ça me stressait. Voilà. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. On attend encore quelques petites minutes que chacun se réveille avant de commencer. Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Je salue ceux que je connais. Excusez-moi. En tout cas, sachez que j'ai lancé un enregistrement, donc vous pouvez démarrer quand vous le souhaitez. Je vous laisse la parole. Et Anne et Elvire et Céline et Aurélien, si vous souhaitez donc commencer si vous voulez. Je bascule les gens petit à petit dans la partie animateur lorsque ce sera leur tour de parler. Voilà. Très bien, merci Damien. Bienvenue à tous pour ce webinaire que nous avons organisé dans la filière agroalimentaire. Et l'objectif de ce webinaire est de vous présenter de nouveaux dispositifs de financement de l'innovation technologique à destination des PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le webinaire démarre en fait sur plutôt la partie enjeux présentée par VG Police. Ensuite, 2 témoignages d'entreprises qui osent l'innovation technologique et qui vont vous présenter leur collaboration en tout cas avec le CEA et quelles innovations technologiques ils lancent sur le marché. Et ensuite, avec Elvire, on fera un plaisir de présenter la suite. Elvire, sur les dispositifs justement de financement et d'aide à ces projets d'innovation technologique. Ben écoutez, il est 8h35. Je vous propose que l'on commence parce qu'on a quand même un agenda assez chargé pour être le plus précis possible pour vous décrire tout ça. Donc, je vous propose de passer la parole à Aurélien Lepelletier, qui donc est responsable de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes du Centre Val-de-Loire du pôle de compétitivité VG Police Vallée, pardon. Et Aurélien va nous présenter les enjeux du secteur et bien sûr VG Police Vallée. Aurélien, c'est à toi la parole. Alors, on va essayer de faire. Ouais, c'est bon, ça marche pour les slides. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter en quelques minutes le pôle de compétitivité VG Police Vallée. Donc, c'est un pôle qui est issu de la fusion de deux autres pôles en 2019. D'un côté, VG Police qui était dans le Grand Ouest
et puis Cereal Valley Nutravita qui était ici sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, c'est un pôle. Notre objectif, c'est de se positionner sur la chaîne de valeur du végétal. Donc vous retrouverez en fait parmi nos membres, notre petite baseline, c'est de la génétique aux usages, des acteurs de l'amont agricole, donc des semenciers, des fournisseurs d'intrants, des agroéquipementiers, et puis la production sur ces différentes formes. Donc le végétal le prendra, mais on le verra dans le cours de la présentation, différentes conditions de culture, de la production de semences, de la production maraîchère, de la production de grandes cultures, plantes aromatiques, etc. Et puis des acteurs, on va dire, de la valorisation des végétaux, donc plutôt l'aval, où on va retrouver les marchés applicatifs. On est basé sur 4 régions, une première antenne en Bretagne, où l'antenne est basée à Saint-Paul-de-Léon, au milieu de cette zone forte légumière, le siège social à Angers, une antenne Centre-Val de Loire à Orléans, qui est une zone maraîchère et horticole, et puis vous avez la Beauce juste au nord, le Clermont-Ferrand qui est l'ancien site de Cereal Valley, et puis un bureau à Lyon. On a une feuille de route qui s'articule autour de plusieurs axes d'innovation. On en a 3 qui vont concerner les questions de production, donc tout ce qui va adresser l'innovation variétale, la performance des semences et des plants, la question de la santé du végétal avec ses biocontrôles, biostimulation, agroécologie. Et puis, on a un axe sur les nouvelles technologies et les pratiques de systèmes de production. On va peut-être l'axe qui va aujourd'hui un peu plus nous concerner dans le cadre de mon propos. Et puis après, des marchés d'usage où on va retrouver les applications en alimentation, que ce soit humaine ou animale, les applications, on va dire, des actifs, donc d'ingrédients végétaux, la nutrition, prévention, santé, bien-être et cosmétique. Un usage non alimentaire, les agromatériaux et la biotransformation, et puis un usage qui est assez caractéristique de la filière horticole, qui est la végétalisation des espaces urbains. Qui est un thème assez développé sur certains territoires. Alors, l'objectif de mon topo, c'était de vous dresser un peu les enjeux du secteur. Alors, j'articulerai autour de la question agri plus que agroalimentaire, mais bon, il y a des convergences qui peuvent se faire. Donc, la première des choses, alors je suis désolé, j'ai pas mis en forme plus que ça, mais je vous présente les résultats d'un projet européen qu'on a porté, qui était un projet projet COSME, qui travaillait un peu sur comment améliorer finalement le développement des AGTech par rapport aux besoins de nos filières. Donc il y a plusieurs challenges qui ont été soulevés. Un premier challenge sur la question des aspects commerciaux, où on voit bien que les producteurs attendent des outils qui sont réactifs, adaptables, et puis qui peuvent avoir des systèmes de recommandation en temps réel, donc du conseil en temps réel. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont construits sur des données passées et qui ne sont pas forcément dans des systèmes itératifs qui incluent de la nouvelle donnée. Ensuite, on a une grosse attente, c'est la question de la capacité des acteurs de la GTech à prendre en compte pas que le besoin du producteur ou de l'utilisateur, mais aussi de son environnement, donc du consommateur. On est sur des filières qui sont très en lien avec la question du consommateur, et le consommateur a un poids fort dans les orientations que peut prendre les orientations même techniques de nos filières. Donc il y a ce côté de pouvoir aussi interroger le consommateur. Ensuite, sur les aspects économiques, on a le constat, c'est qu'il y a une difficulté d'aller répondre de manière pertinente aux besoins. Alors, je le développerai plus tard, mais il y a la difficulté d'exprimer le besoin, de le caractériser, et puis après, il y a la difficulté de se l'approprier. Et on verra que le grain d'étude a un impact assez important par rapport à cet enjeu. Sur le côté humain, il y a deux challenges. Il y a le côté de la transparence. Je pense que vous êtes tous des consommateurs avertis. Quand vous consommez, vous avez aujourd'hui plus de besoin d'avoir cette transparence sur où ça a été produit, où ça a été transformé, ce qu'il y a dedans. Et là, pour le coup, il y a des attentes par rapport aux technologies dites de blockchain, ou en tout cas de traçabilité. Ensuite, on a les enjeux autour de la mécanisation et de l'automatisation, des métiers qui sont plus ou moins pénibles ou plus ou moins chronophages, on va dire ça comme ça, dans les filières sur lesquelles on a des attentes aussi pour arriver à automatiser certaines tâches, réaffecter le personnel sur d'autres plus rentables. Et puis on est sur comme je vous ai dit, le consommateur a un point important, et on voit bien que là on a des points de divergence et qu'on a des consommateurs qui des fois s'opposent un petit peu
à l'automatisation et la mécanisation de certaines actions, voilà, avoir des robots dans les champs ou d'automatiser. Ça pose la question du remplacement des moyens humains, mais aussi ce côté très industriel qui plaît pas forcément aux consommateurs. Donc, un jeu d'équilibriste à mener. Ensuite, non, les slides, c'est de ce côté-là qu'on les fait passer. Tac. Donc, la côté réglementation, auquel, bon, là, c'est plus des aspects autour des programmes ruraux pour les accès à Internet. Alors, en France, certaines zones sont encore en difficulté, mais le projet s'adressait à des zones européennes, donc on a d'autres pays sur lesquels c'est beaucoup plus compliqué cet accès à Internet, notamment pour faire marcher des capteurs ou des outils. Voilà, il est important des fois d'avoir ces types de connexions. Il y a là vraiment une question qui est émergente et qui bouge beaucoup, c'est la question vraiment de la confidentialité des données et la propriété des données générées par les agriculteurs. Et donc ça revient à une question qu'on ira, c'est cette côté de l'indépendance du producteur. Longtemps a été tributaire on va dire de la chimie. La chimie a été notre grand levier en sortie de guerre pour développer la filière. Aujourd'hui, c'est le numérique, mais l'idée c'est pas de refaire les mêmes erreurs, de garder une forme d'équilibre entre service rendu par la technologie et capacité aussi du chef d'entreprise agricole d'avoir son autonomie de gestion. Ensuite, les aspects techniques, là, c'est plutôt des liens entre la collaboration entre la recherche publique et académique et le développement du business. Bon, c'est un peu le cas, je crois, des solutions qui vous seront présentées derrière. Et puis, on retrouve la question de la donnée, mais plus sous l'angle de l'interopérabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et il faut imaginer qu'aujourd'hui, un agriculteur, il fait pas qu'une production, il a des fois plusieurs productions, et sur chacune des productions, il y a des outils. Et lui, par contre, il a qu'une gestion d'entreprise. Et quand il se retrouve avec des capteurs ou des outils ou des plateformes de gestion qui sont pas interopérables, il se retrouve à faire démultiplier les remplissages des données. Et je crois que quand on devient agriculteur, on choisit pas ce métier pour être un administratif. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment des enjeux qui touchent la filière. Voilà pour les enjeux globaux par rapport à l'analyse européenne. Alors, ensuite, je vais descendre un petit peu plus sur des analyses plus de besoins des productions végétales et des besoins dits généralistes. Le premier, c'est tout ce qui va concerner l'équipement agricole. Dans l'étude qu'on avait conduite en 2018, on avait plusieurs enjeux qui avaient été soulevés, la question de la réduction des gestes, la question de la consommation énergétique, ça retombe, mais la question de l'adaptation aussi au contexte de production, et donc avoir des outils adaptables et pas des outils figés. La capacité d'être multitâche, typiquement sur des questions de tracteurs, l'agriculteur va pas s'amuser à avoir 5 tracteurs parce qu'il a des équipements différents. On a pareil la question d'embarquer les capteurs, et pas juste être des capteurs. Alors c'est les grandes évolutions qu'on va observer aujourd'hui. Il y a eu le satellite, il y a eu le drone parallèle qui se développe, puis on voit bien qu'aujourd'hui il y a des travaux sur la capacité à embarquer des capteurs sur les équipements agricoles qui font déjà des passages dans les passerelles. La géolocalisation, j'ai redit l'interopérabilité, je détaille pas tout parce qu'on m'a dit que j'avais que 15 minutes. Voilà, mais vous aurez les slides. Ensuite, il y a la question de la robotique. Il y a la question du coût qui revient souvent. Aujourd'hui, ça reste encore des technologies très chères par rapport à certaines tâches. Le premier enjeu de l'attente de la robotique, c'est soulager la pénibilité. Ça a été des choses assez soulevées. Et puis la question de multitâche, au vu du coût d'achat, qui est des fois assez cher, il vaut mieux que l'outil puisse servir à plusieurs aspects. Un autre enjeu qui concerne beaucoup la filière, mais je rentrerai pas dans le détail, c'est la question du désherbage. C'est notre première problématique dans les secteurs agricoles, c'est la gestion des adventices. Avant même la gestion des champignons et des bactéries, puisque pour lesquels on a des retraits de molécules et on a des changements de contexte pédoclimatique qui sont pas en faveur de la gestion de ces nuisibles. Et puis bien sûr il y a des besoins parce qu'on peut parler de la production, mais on a aussi des acteurs qui font de l'expérimentation et de la recherche et qui ont aussi des attentes par rapport à leurs travaux. Alors de ces besoins généralistes, il faut avoir un point de vigilance, c'est que le végétal, c'est tout ça, c'est tout un contexte différents. Vous avez de la grande culture, de l'arbo, de la vitie, vous avez des chaînes industrielles de tri. Là, c'est des trucs pour les pommes. Vous avez les betteraves. Vous avez plusieurs univers. Et donc, ça veut dire que quand vous analysez des besoins, soit vous prenez la filière agro au sens général, il y a de fortes chances pour que vous ayez des besoins très généralistes.
mais sur lesquels, à la limite, peut-être, vous avez l'impression que vous allez satisfaire le grand nombre, mais dans la réalité, vous risquez de pas satisfaire grand monde. Donc, c'est un peu cette histoire d'équilibre qu'il faut avoir pour identifier les enjeux de la filière. C'est jusqu'à où vous vous arrêtez dans votre taille de marché. C'est pas facile à défiler comme ça. Donc, je voulais vous présenter des enjeux qui sont propres à une filière, qui sont pas souvent travaillés. C'est la multiplication de semences et de plants. Donc, il y a à peu près 25 000 hectares en France. On est le numéro 1 européen de la production de semences et plants. C'est une culture assez technique et pour lesquelles, en fait, on est sur des petites très diversifiées. On a des plants de pommes de terre, on a des semences potagères, semences de grande culture, semences fourragères, une diversité d'itinéraires techniques et des besoins qui sont assez précis. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais vous voyez, il y a des besoins qui vont toucher la question de la gestion économique et administrative. Vous avez des besoins qui vont toucher la question des itinéraires de culture. Vous avez, pareil, des besoins, je vous ai dit, la santé de la plante et par rapport au désherbage, mais comme vous le voyez, c'est aussi un sujet très important. Donc, vous avez des besoins assez spécifiques. Vous avez des besoins sur des agroéquipements assez spécifiques, soit la robotique ou du matériel assez spécialisé selon les cultures. Et vous avez aussi des besoins qui vont concerner les chaînes de tri. Donc là, une fois les récoltes sont faites, c'est les capacités de trier les lots et tout ça. Donc en 2020, c'était l'an dernier déjà, on a travaillé un petit peu avec la filière pour retenir des besoins parce que ça faisait beaucoup de besoins à travailler. Et donc on a travaillé voilà sur une autre chaîne de valeur de besoins que vous retrouvez ici. Et à travers ça, on a identifié voilà des fiches besoins. Donc là, c'est typiquement un besoin autour de la capacité d'automatiser le retournement de l'oignon. Aujourd'hui, quand on fait de l'oignon semence, vous avez votre semoir qui fait tomber le bulbe d'oignon et vous avez 10 gars ou femmes qui sont derrière à quatre pattes et qui retournent l'oignon pour qu'il soit droit afin que la germination puisse bien se faire. Et le problème, c'est quand on avait envisagé des technologies, les acteurs avaient identifié des besoins, ils étaient très contents, ils ont fait la techno, puis ils sont venus voir la filière en disant, voilà, j'ai la solution, je vous explique, vous prenez l'oignon, vous le piquez sur un pic, et puis quand ça va tourner, ça va tomber droit. Sauf que piquer un oignon, c'est une ouverture à des pathogènes, et en production de semences, ça, c'est pas bon, parce que si vous avez de la maladie, vous pouvez pas après valoriser votre multiplication de semences. Et donc, on a fait aussi un petit panorama des solutions. Sur les besoins, on avait vu qu'il y avait pas mal de solutions. Puis après, quand on a analysé avec les professionnels la question de la réponse des solutions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de rouge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui se disent répondre à ces besoins dits globaux. Et en fait, ça correspond pas du tout aux besoins de la filière. Donc aujourd'hui, il y a des filières, on leur dit il y a des solutions, puis ils vous disent non, en fait, vos solutions elles marchent pas parce que vous n'avez pas bien pris en compte mon réel besoin technique et mon réel besoin par rapport à ma spécificité de filière. Donc, quelques enseignements à avoir par rapport à ça. Le premier, c'est déjà quelques conclusions de l'étude. C'est les besoins de nouvelles technologies diffèrent selon l'orientation technico-économique de l'exploitation agricole, selon la taille de l'exploitation et le système culturel. Les besoins, ils peuvent être mal exprimés ou bien totalement inconnus. Et ça, c'est une des difficultés. Dans la filière, on a eu ces difficultés. Quand je dis un besoin, je suis content, j'ai dit mon besoin, j'ai des acteurs en capacité de fournir des solutions qui font leurs solutions, puis qui me reviennent et qui me font payer le prix fort. Mais si aujourd'hui ils développent leur business, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai parlé de besoin. Vous voyez, une espèce de défiance par rapport au processus qui nécessite de retravailler la manière dont on conçoit les solutions. Une mauvaise compréhension des besoins des producteurs par les constructeurs. On verra qu'il y a des méthodologies pour être un peu plus proches et pour mieux cerner les besoins de manière itérative. Et puis, pas suffisamment de recoupement entre les solutions émergentes et les besoins. Et puis, une solution répondant à un besoin ne veut pas dire qu'elle sera adoptée. Et donc, c'est le deuxième topo que je souhaitais évoquer. C'est que c'est pas parce qu'on a une super techno, qu'on a identifié un besoin et qu'on a l'impression qu'il répond, qu'elle sera forcément adoptée par les filières. C'est comme, là, on revient à des bases de l'innovation, c'est les concepts d'adoption de l'innovation. Il y a, en gros, en synthèse, 5 critères. Il y a l'avantage relatif de la solution, en quoi elle est différenciante et elle apporte plus de valeur par rapport à l'existant. La compatibilité de l'innovation avec le système et les modes de consommation. Donc, par rapport aux orientations que prend la filière, par rapport à tout ça. Donc là, c'est vraiment une question de stratégie et puis un peu sociologique aussi de la part des agriculteurs. La simplicité et facilité d'utilisation, ça c'est des critères qui sont importants. Et la possibilité d'essayer, c'est l'une des choses qui est souvent oubliée. C'est aussi la question en agriculture, on a mis en place des stations d'expérimentation qui sont des espaces ouverts où les agriculteurs peuvent venir voir les expérimentations. C'est historique. Et c'est vrai que quand on casse
ce système parce qu'on veut directement aller chez l'agriculteur, lui mettre ses technos, tester. Vous allez toucher 13% des agriculteurs qui sont les pionniers, ceux qui ont l'appétence pour l'innovation. Mais pour toute la masse, ils ont besoin d'observer sur ces stations. Donc, pas oublier aussi ces intermédiaires qui sont des facilitateurs dans l'adoption de l'innovation. L'observabilité des résultats, ça c'est quand vous avez des plaquettes très commerciales qui vous vendent un certain forme d'avantage relatif, mais vous savez pas trop comment c'est calculé. Un agriculteur aujourd'hui il est de plus en plus formé, il sort de formations de plus en plus de haut niveau, donc il n'est pas non plus innocent par rapport à la manière de calculer des rendements ou des choses, des résultats. Donc la capacité des acteurs à être transparent sur comment ils avancent et comment ils allèguent leurs résultats est important. Je me dépêche, mais juste pour vous dire que c'est beaucoup plus complexe que ça, les critères d'adoption, puisque vous en avez toute une série de critères. Je vous ai cité une étude qui a été faite, vous retrouverez les différents critères. Juste des fois bien raisonner, le fait que le choix d'une technologie, ça se raisonne aussi en fonction du gain de rendement. Alors là, c'est plus l'avantage relatif, c'est l'avantage absolu. Où les rendements, il y a des effets biologiques. À un moment donné, il y a des plafonds. Donc, le coût d'investissement pour gagner des pouillèmes de rendement, ça doit pouvoir se raisonner et ça doit se regarder sur différents aspects. Pas des fois juste le rendement, mais c'est à tenir en compte. Et puis après, pour vous expliquer des méthodes pour pouvoir impliquer un peu plus le consommateur, c'est des choses qu'on travaille dans le réseau. Donc, on a un partenaire qui s'appelle le LIT, qui travaille justement sur des méthodologies Living Lab pour imaginer des solutions impliquant les agriculteurs. Et puis au niveau du pôle, on a un autre Living Lab qui lui plus sur l'implication du consommateur. Voilà, et à savoir que dans la programmation Horizon Europe, les méthodologies Living Lab sont de plus en plus attendues puisqu'il y a une étude qui est lancée sur la capacité d'accompagner via ces méthodes pour la transition agroécologique. Voilà, j'ai peut-être un peu débordé, je m'en excuse, mais voilà globalement la présentation. Eh bien, merci Aurélien. C'était un gros challenge de faire en si peu de temps un petit panorama des enjeux du secteur. Donc merci à toi. Pour rappel, si vous avez des questions, on aura un petit temps à la fin du webinaire pour échanger. Et maintenant, on va passer au témoignage de l'entreprise Futura Gaia. Voilà. Donc Monsieur Pascal Thomas, on vous laisse la parole. Vous avez votre micro qui est éteint pour l'instant. Alors, c'est les aléas du direct, ça, toujours. Voilà, c'est bon, on vous voit et on vous entend. Je vais couper ma caméra et je vous laisse le flow. Bonjour, donc merci pour ce. Donc, comme je vous disais, on est un peu dans une situation on nous a coupé l'électricité là ce matin, donc je fais avec mon téléphone et sur batterie. Donc, Futura Gaia, c'est une entreprise qui s'est créée en région Occitanie. On est aussi membre de VGPolis. Il se trouve que notre patron de l'agronomie est un ancien du CTIFL à Nantes, et donc on a des liens avec VGPolis et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui était raconté par Aurélien juste avant, et très intéressant, avec plein d'éléments sur lesquels on essaie d'avoir des réponses. La première chose, c'est que donc Futura Gaia, on a comme objectif de créer des fermes verticales avec une spécificité par rapport à beaucoup, c'est que notre métier, c'est de créer des fermes et de les proposer en priorité au monde agricole. Donc, quand on fait ça, on essaie de s'inscrire dans une logique où on propose des solutions au monde agricole, comme les serres ont pu l'être à une époque et continuent à l'être. On essaie de faire en sorte que nos solutions permettent au monde agricole d'avoir un nouvel outil, un outil d'arbitrage supplémentaire pour pouvoir produire malgré les enjeux climatiques, les enjeux je dirais, économiques qu'on peut avoir aussi. Et puis le changement important sur la société, tout à l'heure on s'était cité par Aurélien sur le fait que le consommateur est de plus en plus important. Quand le consommateur dit je veux consommer local, il faut être capable de lui proposer des solutions de production locale, et on s'inscrit dans cette logique-là. Globalement, ce que l'on fait, c'est qu'on est aujourd'hui une solution qui va mêler et qui va combiner de l'agronomie de précision avec de la technologie. Alors, chose particulière, c'est qu'on est une solution de ferme verticale, vous verrez quelques images un peu après, qui s'inscrit dans une
une continuité aussi du monde de l'agronomie, dans la mesure où on utilise du sol. On a un sol vivant, on travaille sur une base de terreau, et donc du terreau sur lequel on va faire, c'était cité là aussi, de la biostimulation, de la bioprotection. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'autre élément, c'est faire en sorte qu'on soit capable de répliquer un processus qui aura été mis en œuvre par une équipe agro, de le répliquer et de passer à l'échelle. Donc la scalabilité est quelque chose qui pour nous est fondamental. Troisième point, c'est on essaie de ne pas tout réinventer. On voit souvent des entreprises réinventer des choses qui existent. Nous, on essaie d'éviter ça. Et on va faire en sorte de pouvoir agréger un certain nombre de solutions. Puis quand on ne trouve pas ce qui nous convient, là, à ce moment-là, on va la développer et l'intégrer. Et tout ça autour d'un cœur logiciel qui va être un chef d'orchestre qui va permettre à l'ensemble de fonctionner. Donc on va prendre des systèmes de culture, on va intégrer des systèmes de robots. On s'inspire très peu des robots dans le monde de l'agriculture aujourd'hui, pour plusieurs raisons. C'est qu'ils sont souvent dédiés à du plein champ et de l'extérieur. Et puis, ils sont en toute petite série, donc ils peuvent être extrêmement chers. Alors, on est allé regarder plutôt du côté des industries automobiles ou des grands industriels type aéronautique pour aller chercher, ou de la logistique d'ailleurs, pour aller chercher des robots et faire en sorte d'avoir des économies d'échelle aussi sur les prix. Globalement, quand on regarde ce que ça donne, on va prendre un entrepôt. Alors là, notre première ferme est à Tarascon, en PACA. Et c'est un bâtiment qui fait à peu près 2000 m² et dans lequel on va mettre 200 systèmes de culture. Donc on les empile par plusieurs étages, donc on va les mettre sur 3 étages de haut, ce qui fait qu'on a une densification très importante des surfaces de culture et qui va nous permettre d'avoir, je dirais, une productivité au mètre carré qui est extrêmement importante. Et autour de ça, on va construire toutes les zones qui permettent de pouvoir faire du semis, du repiquage, la germination. Tout à l'heure, on parlait aussi des graines. Pour nous, c'est un point important. Trouver les graines, trouver la semence initiale est quelque chose d'important. On discute avec la plupart des semenciers aujourd'hui qui nous envoient des échantillons pour qu'on fasse des tests pour eux. Parce que c'est vrai que pour eux, d'avoir un lieu d'expérimentation qui permette de pouvoir tester des conditions de culture très différentes, des conditions d'irrigation, ça les intéresse beaucoup. Si on regarde un peu plus près, ça c'est ce qui se passe en ce moment à Tarascon. Sur la gauche, vous voyez nos systèmes de culture qui vont bientôt être mis en marche. Alors, pour vous donner quand même quelques dates, le 1er septembre, le bâtiment de 2000 m² était vide et on va pouvoir mettre en culture des premières plantes à partir de semaine prochaine ou semaine d'après. Donc on est 6 mois après la mise en route. On a subi 2 confinements l'année dernière et on est capable, moins d'1 an après, de mettre en œuvre notre système et de commencer à faire pousser des plantes. Là, on a déjà des plantes en germination depuis une semaine. Donc elles vont bientôt être transplantées pour être mises dans les machines. Vous voyez au milieu notre robot. Alors donc ça, c'est un robot qui vient du monde de la logistique, que l'on va adapter pour pouvoir aller récupérer nos systèmes de culture et les amener à des humains. L'autre élément, c'est recréer un lien avec l'humain, recréer des jobs pour des humains. Dans la région ici, plus personne fait la partie saisonnière et ce sont des Péruviens et des Équatoriens qui viennent faire la partie récolte saisonnière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va nous pérenniser avec des emplois annualisés. Un cœur logiciel, j'en parlais, on va très loin là-dedans. L'objectif, c'est l'intégration la plus forte possible pour que l'opérateur de la ferme, si c'est un agriculteur, c'était là aussi cité, ne pas faire en sorte qu'il ait plein de choses différentes à faire. Donc on va assez loin à la fois dans l'automatisation du processus d'une ferme, donc faire en sorte que l'ensemble des systèmes soient pilotés avec un dashboard qui permette à quelqu'un de faire son suivi. Ça va aussi jusqu'à un ERP. Donc un ERP, ça va être la partie logicielle qui permettra d'un côté d'avoir des clients externes à la ferme qui soient capables de prendre des commandes et que ces commandes soient traduites sur un ensemble de tâches à réaliser par les équipes et donc les équipes tous les matins sachent ce qu'elles ont à faire. Il faut qu'elles répondent à telle ou telle commande d'un client et qu'elles puissent le faire. Donc ça, on va aller dans cette partie-là. Puis la partie haute, ce dont on se rend compte, qu'il n'est pas forcément évident d'avoir des ingénieurs agronomes de très haut niveau dans une ferme. On n'a pas forcément les moyens de financer ça. Et donc, on a pris le parti d'avoir une interface qui, vers l'extérieur, va connecter l'ensemble de la ferme à une équipe d'agronomes qui sont nos chercheurs en agro, qui vont avoir 2 tâches, faire de la recherche et de l'autre côté, faire du suivi agronomique de ce qui se passe dans une ferme. Et donc, on va pouvoir justement
avoir cette capacité à suivre à distance la pousse des plantes et pouvoir donner des conseils à l'équipe qui est en place et qui sera dans la ferme et l'exploitant de la ferme. Pour terminer, on a aujourd'hui donc démarré je dirais, l'entreprise a été créée en avril 2019. Quelques mois après, on ouvrait un premier laboratoire, un laboratoire où il y a 4 systèmes de culture qui se trouve être à Nîmes, à côté de Nîmes. Je suis retourné dans le MAS familial pour pouvoir recréer ça et on a créé notre laboratoire de recherche qu'on va étendre. On est en train de faire une extension de ce laboratoire avec plus de systèmes. Entre autres, certains semenciers nous ont demandé de pouvoir faire des tests sur des plantes, donc on va le faire dans cette extension du laboratoire. Donc la première ferme, c'est notre ferme pilote à Tarascon, où là on a à peu près, je vous dis au total 2000 m², qui sont en cours d'installation. L'extension de tout ça, c'est qu'on est reparti pour déployer un grand nombre de fermes en France et de faire en sorte qu'on puisse proposer ces solutions dans les différentes régions. Et donc, c'est toute la discussion que l'on a aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs, à la fois financiers pour faire une levée de fonds conséquente, mais commencer à discuter avec le monde agricole. On a de très bonnes relations avec la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture de PACA, avec qui on discute, justement dans la logique, c'était là aussi abordé tout à l'heure, de faire visiter, rendre le système très transparent au monde agricole. En effet, ils ont besoin de comprendre, ils ont toute la capacité à comprendre si c'est bien ou si c'est pas bien, et leur proposer des portes ouvertes très régulières. Et ça, c'est un engagement qu'on a pris avec une charte qu'on est en train de signer avec la région, la Chambre d'agriculture régionale, pour faire en sorte que les agriculteurs puissent venir voir ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc voilà très très rapidement ce que Futuragaia fait aujourd'hui. On a maintenant fait à peu près 250 expérimentations, donc on commence à avoir pas mal de recul sur comment et quel est le système et comment faire pousser des plantes qui vont pouvoir, je dirais, donner le plein potentiel de leur génétique. Et c'est ce qu'on va rechercher en permanence du point de vue agronomique, c'est mettre la plante dans les meilleures conditions pour que, du point de vue agro, elle donne son maximum. Merci, j'ai l'impression que vous avez terminé votre témoignage, ou oui. Je me trompe? Oui, voilà, non, ok. Bon, on m'avait donné 10 minutes, je pense que je suis aux 10 minutes. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et si les personnes qui écoutent ce webinaire avaient des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on reviendra vers vous à la fin. On va maintenant passer. Voilà, donc merci beaucoup. On va maintenant passer au témoignage de IMV Technologies avec Monsieur Devancé. Un autre témoignage dans un autre domaine. Voilà, donc Monsieur Devancé, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, j'essaie de retrouver les... Donc, IMV Technologies, alors on quitte le monde du végétal, là on vient sur le monde de l'élevage. IMV Technologies, c'est une entreprise normande, on est dans l'Orne, qui fabrique, conçoit, fabrique et commercialise tous les produits utilisés pour l'insémination artificielle animale. Donc, notre cœur de métier, c'est de travailler avec les coopératives agricoles qui commercialisent de la semence, bovine, porcine, on fait sur toutes les espèces, mais c'est principalement bovin, porcin et équin. J'ai un problème de connexion, je crois, mais bon, ça va aller. Tout le processus de semence doit être maîtrisé et nécessite de la technologie. Alors, on a une entreprise qui existe depuis les années 60. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires aux alentours de 110-120 millions d'euros. On est présent à travers le monde, à peu près 600 salariés à travers le monde, avec des filiales aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Chine, en Grande-Bretagne, en Hollande et en France. Le site de production principal est à l'Aigle, dans l'Orne, où il y a à peu près 250 salariés. Et on a toujours eu dans ce marché-là une dynamique de faire de l'innovation, alors plutôt de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire qu'on avait des outils
qui existaient, qui ont été à la base de notre business et qu'on a monté en compétences et en technologie au fur et à mesure. Il y a quelques années, on est en 2021, donc il y a 5 ans maintenant, il y a eu un tournant qui a été pris, c'était de faire de l'innovation disruptive et changer complètement notre cœur de métier, enfin, aller vers des choses qu'on ne savait pas faire. Je vais en dire un peu plus. Juste pour revenir sur le processus, j'ai pris en exemple juste comment se passe, qu'est-ce que c'est que le marché de la semence animale et de l'insémination artificielle, parce que quand on n'est pas dedans, ça fait bizarre. J'ai pris l'exemple du bovin, c'est reproductible globalement, ce cercle est reproductible pour toutes les espèces qui s'inséminent, donc ça va de la vache en passant par les dindes, les animaux de compagnie et les humains aussi, c'est globalement le même principe. On fait aussi de l'humain, alors pas toute la gamme. Il y a d'abord une collecte de semences, donc là il faut un taureau, si on reste dans la reproduction bovine, il faut un taureau chez qui on va récolter la semence, on va analyser cette semence pour connaître sa qualité et son pouvoir fécondant. Alors c'est une science qui est, cette analyse de semences, c'est vraiment basé sur des données historiques et essayer de connaître comment va se comporter chaque animal. Chaque animal est différent, donc il n'y a pas vraiment de paramètres génériques. Mais on arrive à déterminer si une semence est de bonne qualité, va survivre et va être capable d'avoir un pouvoir fécondant important. Ensuite, cette semence est préservée dans un milieu biologique de préservation et il faut l'empaqueter parce qu'elle peut être conservée très longtemps. Donc on fait à travers de machines. Et le cœur de notre métier, c'est ce qu'on appelle la paillette. C'est un petit bout de plastique, c'est une paille petite, un petit bout de plastique avec un bouchon dans lequel on arrive aujourd'hui à mettre un condensé de technologie assez impressionnant pour que cet outil-là, qui ne représente pas grand-chose, soit très important pour les éleveurs finaux. Ces paillettes pleines de semences diluées sont congelées dans des gros congélateurs, dans de l'azote liquide, puis décongelées au moment de l'insémination. On peut refaire des analyses un peu plus précises pour savoir comment s'est passée la décongélation. Et enfin, inséminer avec tout plein d'outils d'appareillage pour l'insémination. Ça va du gant pour le vétérinaire à l'outil d'insémination lui-même, aux échographes. IMV Technologies développe et commercialise tous ces outils de toute la chaîne. On va de A à Z et l'objectif, c'est de vendre au centre d'insémination l'intégralité des outils pour qu'ils puissent avoir une autre expertise pour les aider dans leur reproduction et avoir un taux de fertilité dans leur cheptel le meilleur possible à la fin. Il y a deux choses qu'on ne faisait pas. C'est l'analyse de semences, les analyseurs de semences. Ça, c'est de la technologie qui vient du médical, c'est de l'imagerie médicale. Et puis, dans le traitement de la semence, il y a un autre appareil qui peut être fait, qu'on ne faisait pas et qu'on achetait à l'extérieur. Il y a 5-6 ans, on a pris le pas de vouloir faire des outils génériques. Alors, pas générique en faisant plus simple, mais générique en faisant plus compliqué et surtout générique pour l'opérateur. Aujourd'hui, nos clients sont des grosses entreprises, c'est des gros centres d'insémination ou des grosses coopératives agricoles. Et on voudrait toucher l'éleveur final, en fait, une taille plus petite, donc un marché plus grand. Et pour ça, il n'a pas les mêmes qualifications, il ne peut pas recruter les mêmes personnes, il ne peut pas avoir tous ces outils chez lui. Pour des questions de coûts, mais donc il faut réduire les coûts et pour des questions de compétences. Donc l'idée, et je pense surtout à ça, c'est de développer des appareils qui soient faciles d'utilisation. C'est un peu des push button et accessible à n'importe qui. Après une demi-journée de formation, il sera aussi bon que n'importe quel opérateur parce que l'appareil ne laisse pas le choix et est facile à utiliser. Et alors ça, on a développé ça. Pour développer ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. On s'est appuyé beaucoup sur le CEA. On a eu un programme de recherche qui était EasyTech à l'époque, qui a été très, très facile, pour travailler avec le CEA, pour développer ces appareils où il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'électronique, on n'a pas forcément les compétences à la maison. On développe également un autre appareil qui nécessite des compétences en électronique très importantes et où le CEA nous accompagne depuis 4-5 ans. Et c'est crucial, ça fait partie, sur ces 2 projets majeurs, ça fait partie des
de l'accompagnement indispensable et ces projets ne verraient pas le jour aujourd'hui si on n'avait pas le CEA et ses compétences à côté. Donc, notre tournant aujourd'hui, on est en train de refaire un programme d'innovation de rupture sur de la biologie ou sur d'autres appareils. On est en train d'essayer de développer ça de plus en plus, d'avoir toujours 2-3 programmes de recherche pour dans 4-5 ans les commercialiser et que ça change réellement notre business. Et alors, on ne peut pas en embarquer 15 à la fois, mais 2 par 2, ça va. La première des choses qu'on fait aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience, c'est que comme on a des bonnes relations avec le CEA, on va les voir, on va regarder ce qu'ils ont comme compétences, et c'est très bien. L'autre moyen de financer ça, parce qu'on a une ETI, on ne peut pas mettre des dizaines de millions d'euros dans ces programmes-là, c'est qu'il faut aller chercher des programmes publics, de la recherche publique. Alors, en France, on a la chance d'avoir le CIR, qui nous aide pas mal, et puis d'autres financements. Alors, les autres financements, il faut souvent être accompagné par un cabinet parce que sinon, c'est très lourd à monter des financements européens ou régionaux. C'est assez lourd à monter et à suivre. L'avantage qu'on a dans les contrats qu'on a aujourd'hui encore avec les CEA, c'est qu'ils savent tout faire et que les relations sont saines, rapides et qu'on peut se débrouiller avec tout seul et que ça avance et que c'est bien. Et sur l'autre appareil, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il reste assez confidentiel, mais où là, on développe un outil générique et on attaque là en 2021, ça y est, c'est commercialisé, un monopole mondial détenu par des Américains et on a développé une machine 100% européenne. Je ne vais pas dire française parce qu'il y a encore quelques petits bouts qui ne sont pas français, mais une machine 100% européenne de technologie. Et qui est un outil générique aujourd'hui du traitement de la semence et qui part sur le marché attaquer un gros monopole mondial. Voilà, j'ai fait un peu plus court. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Mais voilà, en gros, ce que je pouvais partager. Eh bien, merci, Monsieur Devancé. Et puis, du coup, quelque part, la transition est toute trouvée avec le prochain interlocuteur, qui est justement Damien Lemaire, qui va présenter les technologies proposées par le CEA dans ce secteur, enfin, qui va faire un focus du coup sur ce que peut proposer le CEA dans le secteur agro au sens large. Et puis nous reviendrons par la suite justement sur les dispositifs d'aide à l'innovation, de financement de l'innovation. Vous avez bien expliqué qu'il faut être accompagné et justement l'agence et le CEA sont là et la logique et les polices également. Voilà. Donc, Monsieur le maire, je vous merci, Monsieur Devancé, pardon, et Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci Anne. Alors, je fais une apparition rapide à l'écran parce que j'ai une bande passante qui est pas extraordinaire. Donc, je vais privilégier l'audio en coupant ma caméra. Et au moins, vous m'avez vu pour l'introduction. C'est parfait. Alors, effectivement, l'idée de cette présentation, c'est de rentrer un petit peu dans le monde technologique. Et je vais démarrer par une présentation rapide de qui est le CEA. Bon, c'est vrai qu'en région Aura, je pense relativement bien connu. Donc à l'écran, vous avez je dirais les 4 grandes masses, les 4 grandes missions du CEA, avec les 2 qui sont à gauche, qui sont les missions, je dirais, historiques, que le général de Gaulle nous a confiées quand il a créé le CEA en 45, avec effectivement une mission de sécurité nationale. Donc c'est tout ce qui va concerner l'armement atomique, les chaudières de sous-marins notamment. La deuxième mission, qui est celle qui concerne l'autonomie énergétique, où vous allez retrouver effectivement tout le parc électronucléaire français. Et tout ça, ça va s'appuyer sur une couche de recherche fondamentale que vous avez à droite. Et puis la 4e direction, qui est celle qu'on appelle CEOTech, qui est présente aujourd'hui et qui va avoir comme objectif d'accroître la compétitivité des entreprises via l'innovation technologique. Donc tout ça, ça fait un ensemble, une belle maison d'un peu plus de 16 000 personnes, avec un budget significatif. Et puis effectivement, comme il est indiqué à l'écran, une grosse politique de valorisation. L'objectif de nos travaux étant vraiment que nos technologies soient utilisées par l'industrie. Alors, effectivement, le saut d'une centrale nucléaire pour aller vers l'agroalimentaire, c'est pas forcément quelque chose d'évident pour les industriels. C'est néanmoins un domaine. Enfin, le domaine agricole et le domaine agroalimentaire, ce sont des champs industriels qu'on a adressés dans les années 2014. Je crois que les premiers projets datent de cette époque.
Et l'idée de ces quelques minutes ensemble, c'est de vous montrer les éléments techniques qu'on mobilise pour répondre aux enjeux de ces domaines. Alors forcément, il a fallu faire un choix. Vous avez à l'écran effectivement les 5 choix que j'ai pris pour aujourd'hui, avec un premier focus sur le monde numérique. Hein, c'est l'élément qui va me prendre le plus de temps. Ensuite, un focus sur la partie biomasse. Comment est-ce qu'on va convertir la biomasse en énergie? Sécurité alimentaire, réduction de la pénibilité, ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, et puis une conclusion sur la blockchain. Alors, quand on va parler effectivement de chaîne numérique, là, je l'ai mis dans un contexte visuellement, contexte usine, mais on pourrait tout à fait l'imaginer sur l'amont de la chaîne. Bah, c'est tout ce qui va concerner la façon dont je vais aller capter de l'information. Hein, je vais mettre des yeux dans mes process, et surtout, qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'une donnée toute seule, elle sert pas vraiment à grand chose. Dès lors que je vais pouvoir la connecter avec un usage, là, ça devient intéressant. Donc, au CEA, on va avoir effectivement un gros socle sous le terme capteur. On va retrouver pratiquement toutes les familles de capteurs, toutes les grandeurs, je dirais, physiques vont pouvoir être mesurées. Hein. Je pense que la plupart des capteurs dans le monde, enfin, je suis peut-être un peu ambitieux en disant ça, sont passés par les mains de nos collègues du CEA. Là, j'ai mis quelques éléments finalement des familles de capteurs qu'on va pouvoir trouver. Effectivement, dans le désordre, l'encrassement, tout ce qui va être pression, l'acoustique, la mesure des gaz, les phénomènes magnétiques, tout ça, ça va pouvoir être mesuré. On va pouvoir également inclure dans cette famille tout ce qui va être vidéo, c'est-à-dire les données non structurées. Mais quand vous avez un capteur, effectivement, ça sert à rien. C'est cher, mais ça sert à rien. Il faut surtout être capable de lui apporter notamment de l'autonomie énergétique. Hein, si vous avez 100 capteurs dans votre usine, que vous êtes obligé d'aller changer la pile tous les mois, forcément le projet n'est pas vivable. Donc tout ce qui va concerner son autonomie, on va effectivement apporter des solutions à cet aspect-là. Un capteur qui n'est pas capable d'envoyer sa donnée, bah, effectivement, il sert pas à grand chose. Hein, donc tout ce qui est communication, on va pouvoir l'adresser. Dès lors que vous envoyez de l'information sur le cloud ou sur une autre machine, bah, vous allez apporter de la vulnérabilité. Donc la cybersécurité, on va également devoir y apporter des solutions. Éventuellement, avant que cette donnée soit envoyée, on va commencer à traiter la donnée localement. Donc c'est ce qu'on va appeler l'intelligence embarquée. Et puis un capteur qui marche bien dans un labo, bah, il faut aussi qu'il marche bien dans une étable, qu'il marche bien sur un tracteur ou qu'il marche bien dans un fermenteur. Donc tous ces éléments-là vont devoir être adressés pour apporter une solution robuste. Ensuite, ce capteur-là, je l'évoquais brièvement, il va devoir pouvoir communiquer. Vous êtes dans une usine, vous avez un contexte, vous avez de l'inox partout, ou au contraire, vous êtes dans une parcelle, dans un champ éloigné, vous n'avez pas vous allez difficilement pouvoir communiquer avec la ferme qui est peut-être un peu lointaine. Bah, tous ces éléments-là, la connectivité, le réseau, va devoir effectivement être considéré dans un développement de capteur. Et puis ensuite, bah, je le disais tout à l'heure, la donnée toute seule, elle sert à rien. Il faut qu'elle soit connectée à un objectif. Hein. Cet objectif, ça pouvoir être de l'analyse, du pilotage, de la prédiction et surtout de la décision. Donc là, on va faire intervenir les couches, je dirais un peu plus supérieures, où on va retrouver des mots-clés comme les algorithmes, l'intelligence de la donnée, et puis éventuellement le jumeau numérique, hein, qui va être le double numérique de l'usine en réel. Ça également, ça fera partie des projets de développement. Et puis, j'ai ajouté un dernier élément, c'est que quand vous allez effectivement apporter une information pour aider l'opérateur à décider, bah, il faut la manière dont on va lui apporter cette information, elle peut être visuelle, elle peut être auditive, elle peut être tactile. Bah là, on va devoir mobiliser tout le champ technique, hein, qu'on va loger sous le terme interface homme-machine. Voilà. Donc ça, c'était le premier domaine. On est très actif effectivement dans la mise en œuvre de beaucoup de capteurs. Et encore une fois, le message clé, c'est que quand on parle de capteurs, c'est toute cette chaîne numérique qui doit être prise en compte. Le deuxième exemple que j'ai choisi de vous montrer, c'est tout ce qui va concerner la valorisation de la biomasse. Alors dans le monde effectivement agroalimentaire, on a cette problématique est souvent présente.
avec des problématiques de valorisation. Alors, on connaît bien celles qui vont utiliser effectivement les coproduits, les déchets pour de l'épandage. L'alimentation animale est également une grosse consommatrice de ces coproduits. Mais il y a tout un champ, et là le CEA en tant qu'acteur du monde énergétique est relativement légitime pour la valorisation énergie. Vous connaissez très bien la méthanisation, mais il y a d'autres technologies qui vont pouvoir être mobilisées. Et puis également comment est-ce que je peux valoriser ma biomasse en allant y chercher des molécules d'intérêt par des méthodes d'extraction, de purification et de fractionnement. Alors là, je suis désolé, le schéma est un peu chargé. En termes simples, on a toute une boîte à outils ces outils qui vont se répartir en deux grandes familles de procédés, les procédés biologiques. On va y trouver effectivement la méthanisation qui est bien connue, toutes ces kits de fermentation. Mais nous, c'est vrai qu'on va être très présent sur la deuxième grande famille des procédés dits thermochimiques, où là, vous allez effectivement avoir des biomasses qui seront parfois sèches, parfois très humides, avec des taux d'humidité supérieurs à 70% pour beaucoup d'entre elles. Et voilà, ce taux d'humidité va guider un petit peu dans les choix de technologie pour aboutir à ce qui est indiqué sur la colonne de droite, effectivement des matières qui vont pouvoir être réinjectées comme combustible ou comme source d'énergie. Le troisième exemple, qui va concerner, je pense, beaucoup d'entre vous, c'est tout ce qui va être lié à la sécurité alimentaire ou la sûreté alimentaire, avec notamment la détection de contaminants, la prévention de contaminants au niveau de l'amont et de la transformation, également de leur détection sur les parties également assez de niveau. Alors j'ai pris un exemple qui est un peu arbitraire, mais qui est assez emblématique de ce qu'on peut faire au CEA. C'est en fait des méthodes de détection microbiologique, d'analyse microbiologique, qui vont utiliser des technologies qu'on n'attendait pas forcément. Vous avez qui sont illustrées par les deux petits pictos à droite. Le premier, ça va être celle du bas, qui est ce qu'on appelle la microfluidique. Microfluidique, c'est effectivement la manipulation de très petits volumes. Donc là, c'est déjà un premier intérêt de cette technique. On va pas être obligé d'avoir des litres d'échantillons. On va travailler des tout petits volumes qu'on va effectivement faire migrer sur des petits canaux que vous avez illustrés sur cette plaque en plastique. Et c'est effectivement ce cheminement va faire passer les échantillons par différents traitements. Donc ça va être du grinding, je sais plus la traduction en français, toutes les étapes de PCR, de filtration, de séparation, et vous avez tout ça sur un format carte de visite. Et l'idée effectivement étant d'en faire des consommables, éventuellement jetables. Et puis sur la photo du haut, vous avez une méthode d'analyse d'image, où là vous allez détecter notamment les microbes, les bactéries qui peuvent être pathogènes, non pas par leur empreinte génétique, mais par le signal qu'elles peuvent donner au niveau des images. Donc et en combinant les deux, vous avez effectivement des outils assez performants qui vont notamment permettre de réduire les temps d'analyse. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de réduire par 4 le temps d'analyse, notamment sur les phases de croissance des micro-organismes. Donc on a des choses assez performantes, avec effectivement des avantages compétitifs que j'ai indiqués en bas, de rapidité, de portabilité, de simplicité et in fine de coût. L'autre exemple qui a également été évoqué tout à l'heure par VGPolis, c'est tout ce qui va concerner la pénibilité, qu'on peut effectivement retrouver dans l'amont, sur la partie récolte, mais également dans l'usine, avec effectivement des problématiques très profondes des domaines agroalimentaires qui vont être l'attractivité. On a de nombreux industriels qui effectivement s'en plaignent de la difficulté de recruter, et les solutions passent notamment par la réduction de la pénibilité des opérations. Alors, si on fait un petit zoom arrière, en termes de solutions qu'on va apporter à ces problématiques, on a l'univers effectivement de la robotique et de la cobotique. Alors là, c'est un schéma un petit peu académique. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va principalement se concentrer sur les deux colonnes centrales qu'on va appeler robotique coopérative, où là on a effectivement une intimité assez étroite entre le robot
et l'opérateur. Alors, je laisse à gauche la robotique industrielle qui est très particulière. On a des robots dans des cages qui sont très puissants. Et la partie droite qui va être ce qu'on va mettre sous le terme un petit peu tarte à la crème je perds mes mots, oui, où il y a effectivement le robot va être porté sur l'humain, sur l'opérateur. Les solutions CEA, on va beaucoup se focaliser sur les deux parties centrales, effectivement avec l'assistance port de charge, le prolongement du geste par éventuellement la téléopération et la coactivité de l'opérateur et du robot. Alors, deux illustrations sur le type de dispositif qu'on peut développer. Alors, vous avez sur la gauche, ce qui est développé notamment par une de nos startups qui s'appelle EasyBot, qui sont des robots que vous allez pouvoir, je dirais, entre guillemets, enseigner. Hein, de manière très simple, l'opérateur va pouvoir indiquer des chemins d'action au robot au début, et le robot va effectivement mimer, reproduire ces gestes-là, enfin ces mouvements, avec effectivement l'outil étant au bout du bras, pouvant faire l'objet de différentes opérations. Alors ça, on va beaucoup l'utiliser dans le concept, enfin dans l'approche de l'usine agile. Hein, quand vous avez des petites séries, vous allez très facilement pouvoir déplacer ce robot qui va opérer un certain nombre de fonctions et puis ensuite être repoussé à un autre endroit de l'usine. Et puis l'exemple de gauche, enfin de droite, là on va vraiment être dans une problématique d'aide au geste. Hein, on va pas du tout remplacer l'opérateur, on va garder sa dextérité, sa compétence, mais on va seulement l'accompagner dans le port, dans le déplacement. L'effet étant qu'il pourra très facilement bouger des masses assez lourdes, mais en ne mettant un effort que très très réduit. Et le dernier exemple qui conclura ma présentation, c'est effectivement, c'est la blockchain. Hein, je vais pas forcément rentrer dans le détail de cette technique, j'en serais bien incapable, où on va effectivement avoir une très forte importance de la confiance qu'on va donner dans une filière. Alors, on a un exemple assez emblématique à CEATech, c'est qu'on a créé un laboratoire commun avec la startup Connecting Food, qui est un des acteurs français, même aujourd'hui, je pense européen et peut-être mondial, du domaine appliqué à l'agroalimentaire, où on va effectivement intervenir sur j'ai brièvement expliqué ce qu'on pouvait faire avec eux. On va authentifier finalement des transactions le long d'une chaîne ou d'une filière. Hein. Il y a pas mal d'exemples qui ont été décrits dans la presse. D'une manière plus générale, on va intervenir dans le domaine de la blockchain sur 3 niveaux. Le premier, je l'évoque rapidement, hein, c'est des aspects très fondamentaux sur les fondements, les socles de cette technologie de blockchain. Le deuxième, on va être un petit peu plus appliqué via effectivement la levée de verrou. Mais je pense que pour aujourd'hui, ce qui va le plus intéresser, c'est une plateforme de prototypage rapide où on va très rapidement pouvoir mimer des configurations de blockchain sur des filières données. Pour très vite pouvoir effectivement qualifier le fonctionnement futur d'une blockchain sur vos filières respectives. Alors, ça conclut ma présentation. Je crois que tout à l'heure, il y aura effectivement un temps d'échange. Donc, on pourra creuser les sujets si vous le souhaitez. Eh bien, merci, monsieur le maire. Justement, donc on va rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter ce que l'on appelle entre nous, dans notre jargon, la chaîne Easy des dispositifs d'accompagnement à l'innovation. Donc Céline, je te laisse commencer et puis ensuite Elvire pour EasyTech et EasyIndus. À vous. Merci Anne, merci beaucoup. Donc, avant de partir sur EasyPOC proprement dit, juste, donc moi je suis du CEA, le EasyPOC est piloté donc par le CEA. Je vous expliquerai ce dispositif de financement. Moi je suis basée sur Grenoble. Sachez que le CEA a aussi des sites un peu partout en France, des antennes en fait pour être plus proche des PME et des ETI en France. Donc, si je vais sur le dispositif EasyPOC, c'est vrai qu'on parle de la chaîne Easy. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'innovation technologique, c'est Easy. C'est effectivement une chaîne et de financement et d'accompagnement qui vous permet, vous, en tant qu'entreprise, de pouvoir vous rapprocher des laboratoires
et de pouvoir justement faire de l'innovation avec des compétences que vous n'avez pas en interne. Et vraiment, je voulais souligner que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions les plus avancées aujourd'hui sur ce type, en tout cas, d'accompagnement et de financement, justement pour pouvoir rapprocher donc les entreprises de la technologie et de pouvoir, si elles le souhaitent bien sûr, si c'est dans leur stratégie, de pouvoir valider la pertinence d'une technologie et puis donc du coup mettre une innovation technologique sur le marché pour avoir un différenciant et être plus compétitif. Donc, au niveau des accompagnements, justement, pour positionner un petit peu cette chaîne Easy, je vais juste l'introduire et Elvire parlera de EasyTech et EasyIndus. Moi, je vais me concentrer ici sur EasyPOC, qui permet donc de financer une étude de faisabilité et la production d'une preuve de concept. Juste, je voulais quand même vous redonner un petit peu l'échelle qu'on appelle l'échelle des TRL, de la maturité des technologies. On va dire en général dans les laboratoires, on va travailler facilement jusqu'à des maturités, on va dire, de technologie jusqu'à 4-5. Et c'est là que justement se crée, nous on est spécialistes, en tout cas au CEA, comme l'a montré Damien, des exemples où on a vu aussi avec IMB Technologies ou Futura Gaia. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir travailler avec l'industriel qui va pouvoir après pousser l'industrialisation jusqu'à 9. Pour info, ici, c'est une idée, simplement une idée. Ici, on est sur une preuve de concept laboratoire. Tant qu'on est laboratoire, on n'a pas forcément prouvé toutes les validations. Ici, quand on commence à monter, on commence à valider sur le terrain la validité de l'innovation technologique qu'on va mettre en place. Et quand on a un 9, là, on est sur le marché. Donc, cette échelle de TRL était initialement utilisée dans l'aéronautique ou dans le spatial, justement pour dire, ben voilà, quand je suis à 9, je peux monter dans un avion ou dans un satellite. Donc, en fait, je vais me concentrer sur la présentation de ce dispositif qui s'appelle EasyPOC, qui est très intéressant. Alors, c'est un dispositif qui n'existe qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes pour les PME et les ETI de cette région. Et donc, piloté donc par le CEA, elle permet donc de financer 100% des travaux du labo pour une première étude jusqu'à 100 000 €. Donc, on va être plutôt sur ces TRL-là, c'est-à-dire vous êtes intéressé par une technologie, une compétence d'un des laboratoires du CEA de façon privilégiée en région Auvergne-Rhône-Alpes et vous avez besoin d'une étude de faisabilité ou peut-être d'un matériel pour tester la pertinence de ce dispositif. Donc, EasyTech est pour ça. Ensuite, vous avez tout un accompagnement, là, piloté par Binalogic. Elvire vous expliquera. Vous pouvez avoir aussi des financements très intéressants pour la suite de la montée en maturité de la technologie. Alors, donc, EasyPOC, pour les critères d'éligibilité, donc, elle est à destination de toute entreprise au sens communautaire, c'est-à-dire toute l'entreprise consolidée, inférieure à 2000 personnes, donc disponible pour les PME et les ETI, inférieure à 2000 personnes, donc tout secteur d'activité. Et donc, évidemment, je voulais souligner aussi que la région souhaite, en tout cas, qu'on aide de plus en plus ce secteur agri-agro. Donc, c'est un axe aussi stratégique de la région pour aller sur ce secteur-là. Et donc, elle permet donc de financer une première étude de faisabilité sur tous les secteurs qu'a présenté Damien, essentiellement donc sur la partie numérique, la santé et l'énergie. Et donc, c'est financé à 100% par la région et piloté par le CEA. Donc, EasyPOC est disponible dans la mesure où une PME, une ETI souhaite travailler avec un des labos du CEA à Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut voir qu'on est à peu près, il y a une 50aine de plateformes au total en France, mais il y a quand même 1000 à 1500 chercheurs ici à Grenoble et aussi à Chambéry. Donc, il y a une capacité en tout cas de pouvoir opérer ces projets assez importante sur la région. Alors, donc, en général, c'est quand même des études relativement rapides. Ça doit être des études jusqu'à 3-6 mois, voire 9 mois dans certains cas. C'est facile à obtenir le financement EasyPOC parce que en fait, il y a des sessions tous les mois. Donc, sachez que l'année dernière, nous avons eu, en 2020, ça existe donc depuis un an, EasyPOC. On a eu déjà 20 projets qui ont été sélectionnés sur l'année 2020 et qui n'ont pas encore tout à fait tous terminés, mais ils ont déjà été sélectionnés. Et vu les premiers succès, puisque ça a permis de générer des suites, vu le succès d'EasyPOC, la région nous a refait confiance, donc on repart sur 2021
avec 3,2 millions d'euros, donc une trentaine de projets, 30 à 35 projets qui pourraient être accompagnés sur l'année, à partir de l'année donc 2021. Et donc tous les mois, il y a une session. Donc, l'idée aussi d'EasyPOC, c'est vraiment le souhait à la fois de l'agence, puisqu'on travaille vraiment ça avec l'agence. L'agence connaît ce dispositif EasyPOC, vous met en relation avec le CEA, avec mon intermédiaire, et on travaille avec Anne Girodel de façon très, très étroite. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, voilà, vous passez par l'agence ou directement côté CEA. On est toujours avec l'agence, on travaille très étroit. Et voilà, très rapidement, en moins d'un mois, vous pouvez avoir l'accord ou pas accord de ce accompagnement financier et de l'étude de faisabilité réalisée par le CEA. Donc, très accessible, et la porte d'entrée est simple, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir avoir accès ou pour se renseigner plus précisément sur le dispositif. Voilà, juste des exemples pour l'année dernière, en 2020. Sachez que pendant la crise de Covid, on avait développé nous un masque côté CEA. Ouvrier en 2 semaines a dit oui, je suis intéressé par ce masque. Et un mois après, il avait commercialisé. On a vendu à peu près 300 000 masques pendant la pandémie et la première vague. Deux autres exemples que je citerai, c'est la Gazelle qui est dans la Loire, sur lesquels on a fait une étude de faisabilité ils vendent en fait ce type de matériel là, pack batterie, solaire pour le marché africain. Donc on les aide en fait à faire de l'économie circulaire, de réutiliser des batteries de deuxième vie. Ça demande d'adapter un peu le matériel. Et grâce à cette première étude qui a été concluante, ils ont décroché un financement très important pour se développer dans ces pays africains. Idem pour Alias Concept, ils ont fait un EasyTech et ils ont réussi aussi grâce à cette première étude de faisabilité. Donc ils font des machines pour la microélectronique, et là l'idée c'est de faire des machines de dépôt de couches pour le photovoltaïque, et grâce à ce premier EasyPOC, ils ont décroché un PIA 3 également. Donc voilà, l'idée c'est que EasyPOC, c'est pied à l'étrier à la fois technologique, mais aussi pour pouvoir vous aider pour la suite du financement. Voilà, j'en ai fini pour la partie EasyPOC. Je laisse peut-être la main à Elvire pour la suite, EasyTech, EasyIndus. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Céline, tu me le confirmes? Oui, on t'entend. Merci. Donc, je suis Elvire Mujic, le responsable du programme EasyTech, EasyIndus chez Minalogic. Donc, Minalogic, pôle de compétitivité du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. La mission de Minalogic est de fédérer tous les acteurs de l'écosystème Auvergne-Rhône-Alpes et sur tous les acteurs de la thématique du numérique autour de projets d'innovation. Aujourd'hui, nous fédérons plus de 500 acteurs. Donc, les acteurs, ce sont des entreprises, PME, grands groupes, start-up, ETI, des académiques, donc des laboratoires privés, publics, des écoles d'ingénieurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous les accompagnons depuis 2015 sur des projets de collaboration, de partenariat, ce qui fait que nous connaissons tous les laboratoires, tous les académiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et beaucoup d'entreprises qui innovent dans le numérique, ce qui nous permet justement de nous appuyer sur ces connaissances et de vous proposer l'accompagnement et les programmes EasyTech, EasyIndus. Donc, comme vous l'a présenté Céline il y a un instant, la problématique d'EasyTech et d'EasyIndus et d'EasyPOC, c'est d'amener des entreprises sur des thématiques qu'elles ne maîtrisent pas forcément, ce n'est pas forcément leur métier, et quand bien même on est numéricien, donc expert en électronique ou expert en logiciel, on ne peut pas connaître tous les métiers et toutes les spécialités de ces technologies. Il y en a beaucoup et à chaque fois, c'est un métier spécifique. Donc, notre mission est d'essayer de vous accompagner en identifiant les bons partenaires, en identifiant les risques, les technos qui peuvent vous amener à faire avancer, transformer une idée en un produit, différentes phases. Donc, EasyPOC sur les phases préliminaires et EasyTech va vous aider à obtenir un démonstrateur et EasyIndus à préparer l'industrialisation et préparer l'obtention d'un produit. Donc, EasyTech, c'est un programme qui a été créé par Nanoelec et la région. C'est un programme qui est soutenu financièrement, entre autres, par la région et les collectivités. Donc, les collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes, pas toutes. Nous nous efforçons d'élargir ce cercle. Mais aujourd'hui, les collectivités qui accompagnent le programme, on peut citer Valence-Roman, on peut citer Annemasse, on peut citer Grenoble, Clermont, Thonon, on peut citer Saint-Étienne
Du coup, je l'ai fait dans le désordre. Je ne sais pas si j'en ai oublié. J'espère que j'en ai pas oublié. Et ce programme est piloté par Minogic. Et piloté par Minogic, ce qui est important pour vous, c'est qu'en fait, les cycles de traitement des dossiers sont très, très rapides. Et comme l'a également présenté Céline, ils sont tous faits au fil de l'eau. Donc, c'est un programme qui est accessible. Donc, le programme a été créé en 2012 dans le cadre de l'IRT. Initialement, c'est un programme qui accompagnait des projets sur l'électronique, donc financé à 20% par l'IRT et 20% par la région. Et en 2017, nous avons élargi le cadre du programme, puisque depuis 2017, il permet de financer 40% du projet par la région sur toutes les thématiques du numérique couvertes par Minalogic. Et je vais vous en parler tout de suite après. Et globalement, depuis 2020, nous avons accompagné plus de 300 projets, ce qui représente à peu près 50 projets par an. Et donc, du coup, nous proposons d'accompagner 50 projets par an sur 2021. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un programme qui s'inscrit dans la durée et qui est là pour accompagner les entreprises dans la durée. Enfin, les entreprises et les académiques à travers leur collaboration, bien sûr. Donc, EasyTech, c'est un programme à destination des startups et des PME qui permet d'accélérer leur développement de produits, services ou de procédés innovants sur les thématiques du numérique grâce à un transfert de technologie, donc grâce à des partenariats entre donc ces fameuses entreprises et des académiques. Donc on peut parler de laboratoires ou d'écoles d'ingénieurs, mais c'est un petit peu plus large. On va parler d'académiques privés ou publics. Donc je vais y venir dans les slides d'après. Donc je vous ai parlé de thématiques du numérique, de Minalogic. Donc le numérique, c'est un domaine qui est très très large. Et donc pour illustrer un petit peu plus et pour que vous puissiez vous projeter, typiquement, je vous ai parlé d'électronique. Donc, c'est un programme qui peut accompagner tous les développements électroniques. Donc, électronique, un système électronique, une carte électronique, mais ça peut aller de l'actionneur à un capteur. Donc, un capteur de température, un capteur d'hygrométrie, un capteur d'altitude, de pression. Donc, les capteurs peuvent être très, très larges. Dans l'électronique, on va aussi trouver tout ce qui va être objet communicant, tout ce qui va être IoT. On peut parler de RFID, on peut parler de LoRa, on peut parler de 5G. Toutes les thématiques autour de la photonique. Et quand je dis toutes, à chaque fois, je vous donner quelques illustrations pour que vous puissiez vous projeter, mais forcément, j'en oublie plein et même si je les ai pas citées, elles sont couvertes. Donc, la photonique, on va parler de tout ce qui est lié à la lumière. Donc, on peut parler de thématiques, ou accompagner des thématiques autour de laser, autour de capteurs d'image, autour de LED, qu'elles soient visibles ou ultraviolettes, peut être intéressant dans les domaines de l'agro. On va parler de tout ce qui est système de vision industrielle, d'imagerie. Donc, on va parler de caméras, de capteurs. On va parler de traitement d'images, de mise en forme d'images et de traitements qui vont permettre d'identifier des défauts ou de faire des contrôles qualité ou de caractériser une caractéristique particulière. Tous les domaines du logiciel. Donc, dans le logiciel, on va retrouver, aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est IA. L'intelligence artificielle peut vous aider dans vos besoins, que ce soit sur de la prise de décision, que ce soit sur de la récupération d'informations ou du machine learning pour rendre des procédés plus robustes ou plus répétables. On va trouver tout ce qui va être l'offre de services, de cloud computing ou de system as a service, software as a service, pardon. Donc, tout ce qui va être application sur tablette, sur PC ou déporté ou des applications qui vont nécessiter des gros calculateurs, des grosses capacités de calcul. Et dans le contenu à usage, on va retrouver des thématiques qui sont plus liées, alors je caricature, mais c'est pour que vous puissiez également vous projeter, tout ce qui va être lié aux technologies du jeu vidéo ou du film d'animation, et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle. On peut retrouver dans tout ce qu'on va toutes les thématiques de jumeaux numériques. Donc, pour illustrer, donc réalité augmentée et virtuelle, ça vous parle. Ça peut accompagner des procédés de mise en œuvre ou des procédés de fabrication ou de transformation. Pour tout ce qui est jumeaux numériques, ça va pouvoir permettre de simuler des procédés, de pouvoir vérifier que, par exemple,
les outils qui sont mis en place pour exploiter une ressource sont suffisamment dimensionnés et qu'ils peuvent répondre ou être robustes à différents aléas. Quand je vous dis ça, je pense en fait au jeu des Sims, où en gros on peut créer un environnement virtuel et après venir le perturber et voir comment il répond, ce qui permet de dimensionner à des outils de production, des outils industriels robustes et fiables. Donc je vous disais que le programme EasyTech, il permet une collaboration, favoriser une collaboration entre une PME, une start-up et un académique. Donc ici, vous avez une planche où on présente les académiques avec lesquels on a déjà eu un accompagnement EasyTech, mais cette liste n'est pas exhaustive. EasyTech est un programme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la PME doit être en Auvergne-Rhône-Alpes et l'académique également. Donc quand je vous parle d'académique, on va retrouver des laboratoires d'université, on va trouver des écoles d'ingénieurs, on va trouver le CEA, qui est un centre de recherche technologique. On peut retrouver également l'Institut d'optique, qui est une école, pardon, Piseo, je pensais. Piseo, qui est une plateforme technologique qui est également considérée comme un académique privé et qui peut rentrer dans le cadre d'EasyTech. Cette liste n'est pas exhaustive. Et donc, bien sûr, si vous avez des idées ou des projets de collaboration avec un académique qui n'est pas sur cette liste, nous pouvons discuter et l'intégrer au programme, il n'y a aucun souci. Donc, les critères d'éligibilité pour la PME, je vous ai dit, elle doit être en Auvergne-Rhône-Alpes. Le financement, il va dépendre, il peut aller de 40%, donc financement de la région et ou de l'IRT, il peut aller jusqu'à 50% si la PME est sur un des territoires d'une métropole ou de l'agglomération avec laquelle nous avons un partenariat qui permet de compléter le financement, de le passer de 40% à 50%. Le principe de ce financement, c'est que c'est une réduction de facture. Si vous avez un contrat avec un académique qui porte, par exemple, sur 100 000 euros, si l'aide, elle est de 50%, vous allez payer 50% de cette facture, donc 50 000 euros directement au laboratoire. Et nous, on va compléter en payant directement au laboratoire, avec les fonds de la région et des collectivités ou de l'IRT, les 50% restants. Ce qui est important, c'est que cette aide, elle ne peut pas aller au-delà de vos fonds propres. Donc, si vous avez un projet de 100 000 euros et que l'aide est de 50 000 euros, vous devez avoir 50 000 euros de fonds propres. Excusez-moi, je suis perturbé par l'ordinateur qui m'envoie des messages bizarres. L'autre principe qui est extrêmement important, c'est que vous ne pouvez pas avoir de double financement sur une prestation. Donc, si dans le cadre de votre développement, il y a une partie du projet qui est financée par EasyTech, vous ne pouvez pas demander un autre financement sur ce même lot. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres financements sur d'autres lots de votre projet par d'autres organismes de financement, mais pas sur l'enveloppe qui est couverte et soumise dans EasyTech. Donc l'offre EasyTech, elle s'appuie sur 3 services. Alors, en fait, c'est 4, mais on en a un qu'on met en parallèle, qui sont les rendez-vous conseils. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, une offre de 3 services. Le principe est que vous avez une idée et nous, on va vous accompagner d'essayer de transformer cette idée-là en démonstrateur. Et généralement, ça peut se décliner en 3 phases. Une première phase qui est une séance de créativité qui va se décomposer ou se dérouler en plusieurs phases itératives que l'on peut vous proposer avec des laboratoires ou des académiques qui vont vous permettre d'identifier quelles sont les technologies numériques potentiellement utilisables pour permettre à votre idée d'être réalisable. Donc, nous pouvons vous proposer un accompagnement qui peut aller jusqu'à 50% sur une assiette éligible de 15 000 euros sur ce service-là. Le service d'après qui est l'expertise. L'expertise, le principe, c'est de vous accompagner. Vous avez déjà un cahier des charges fonctionnel et l'idée, c'est de vous accompagner à le transformer en cahier des charges technique. Donc, encore une fois, ça peut se dérouler en plusieurs phases avec des laboratoires ou avec des ingénieurs académiques. Et l'idée est d'échanger sur ce cahier des charges et de le transformer en quelque chose de peu plus tangible en termes de techno. Une autre illustration, c'est que ça peut être aussi des études de veille sur
la techno qui répondrait à ce besoin, ou des premiers dimensionnements de techno qui permettraient de répondre à ce projet ou ce service. Donc, encore une fois, une assiette éligible de 15 000 euros et une aide qui peut aller jusqu'à 7 500 euros. Et la dernière phase, c'est vraiment la réalisation de ce démonstrateur par une équipe ou en collaboration avec une équipe académique. Et là, l'assiette éligible est de 200 000 euros, ce qui peut vous permettre d'obtenir jusqu'à une subvention de 100 000 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, EasyTech vous permet de vous accompagner sur la réalisation d'un démonstrateur à partir d'une idée. Et ce dont on s'est rendu compte à travers notre expérience, c'est que une fois qu'on a un démonstrateur, il est assez difficile et risqué de transformer ce démonstrateur en un produit. Et très, très souvent, l'effort d'industrialisation est sous-estimé. Il est sous-estimé en termes de compétences ou de besoins technologiques, ce qui va amener une sous-estimation du coût financier et qui, des fois, peut être problématique et qui va retarder le développement des produits ou qui peut même carrément tuer l'idée. Donc, l'idée d'EasyIndus, c'est de vous accompagner dans ces différentes phases afin de réduire les risques de l'industrialisation en vous accompagnant, en vous faisant accompagner par des experts des problématiques de cette industrialisation, encore une fois, sur les domaines thématiques du numérique, couvertes par le pôle. Donc, EasyIndus, l'offre de service est un petit peu plus simple, mais elle ressemble à celle d'EasyTech. Bien sûr, donc les rendez-vous conseils, je vous en parlerai tout à l'heure, et la phase d'expertise. Donc, la phase d'expertise, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, vous avez un cahier des charges technique, vous voulez industrialiser ce produit, et l'idée est de vous accompagner dans le dimensionnement en termes de techno nécessaires, en termes de coûts finalement, afin de vous aider à mieux préparer cette phase d'industrialisation. Dit autrement, ce qu'on vous propose, c'est pas de vous lancer directement dans l'industrialisation et de la contractualisation avec des partenaires sous-traitants sur cette phase-là, mais c'est de vous faire accompagner par des experts qui vont vous aider à dimensionner, qui vont valider, qui vont vérifier que vous n'avez pas oublié quelques problématiques et qu'il n'y ait pas de trou dans votre raquette. Donc, c'est encore une fois, là, c'est éligible de 30 000 euros et l'aide peut aller jusqu'à 15 000 euros. Et dans cette phase-là d'expertise et de réalisation du projet, un expert peut vous accompagner à hauteur d'une demi-journée par mois durant cette phase-là. Je suis désolé, je dois accélérer puisque on est bientôt à court de temps. Donc, le processus de labellisation, comme je vous l'ai dit, il est très, très simple. Il peut être labellisé en moins de 4 semaines. L'idée, c'est vous remplissez un dossier, vous fournissez votre cahier des charges technique. En complément, vous nous fournissez un cahier des charges donc de prestations du prestataire. Des experts évaluent la cohérence entre les deux et que vous allez bien avoir un service qui va répondre à vos attentes. Une fois que cette phase-là est validée, on vous labellise et on peut lancer le go et choisir un expert qui va pouvoir vous accompagner pour minimiser les risques et vérifier que tout se passe bien. Donc le rendez-vous conseil. Un rendez-vous conseil, c'est un rendez-vous qu'on vous propose, qui peut être sur EasyTech ou sur EasyIndus. C'est un rendez-vous d'1 heure, durant lequel on vous met en relation avec une dizaine d'experts, donc des experts soit académiques et marketing sur EasyTech, ou des experts plus bureau d'études ou experts en accompagnement de l'industrialisation dans le cadre des EasyIndus. Et le but, c'est que vous venez avec votre projet, vous venez avec là où vous en êtes, surtout vous venez avec ce dont vous allez avoir besoin de ce qu'il vous reste à faire. On va essayer de vous accompagner, de vous challenger en vous proposant des mises en relation pertinentes de partenaires qui peuvent justement vous aider à réaliser ce que vous avez estimé ou ce que nous, on va pouvoir vous compléter dans votre reste à faire. Voilà, donc je vous remercie. J'ai dû accélérer, je suis désolé. Merci. Merci Elvire, désolée de t'avoir mis un peu la pression sur la fin, mais c'est vrai que là, on arrive un petit peu au bout du webinaire. Alors, c'est moi qui ai à nouveau la main. Juste pour faire le lien et rapidement, en fait, comme ce qui a été dit précédemment lors du
des interventions précédentes. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est vraiment là pour vous accompagner dans tous ces dispositifs d'innovation, mais également de façon plus large dans toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises. Nous nous occupons d'accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie, principalement les PME. Nous sommes répartis en 11 antennes en région parce que c'était très important pour nous de garder la proximité avec les territoires. Et donc, nous sommes vraiment là pour vous faire gagner du temps et vous accompagner dans vos problématiques, qu'elles soient de croissance, qu'elles soient d'innovation, d'export, de recrutement. Et puis, on a une dernière activité, attirer de nouvelles entreprises en région. Pour aller un petit peu plus spécifiquement sur ce webinaire-là, je vais passer la parole à Pierre-Olivier. Damien, il faut que tu fasses rentrer Pierre-Olivier Estève dans les animateurs, qui va vous appuyer un petit peu sur les dispositifs d'accompagnement plutôt sur le secteur agri-agro. Je peux plus changer les slides, tiens. Pierre-Olivier, je crois que c'est à toi. C'est toi qui peux faire avancer les slides. Voilà. Et ton micro est coupé. Voilà, c'est bon. Super. Merci. Bonjour à tous. Oui, donc je vais être très très rapide. En fait, donc il vous a été présenté les dispositifs Easy notamment. L'idée de cette taille, c'était de vous dire voilà, il y a les dispositifs Easy, il n'y a pas que ceux-là. Et il y a des petites particularités pour l'agroalimentaire. Donc, en complément de ces dispositifs, on en retrouve d'autres. C'est des acteurs que vous connaissez dans le monde de l'innovation du développement. C'est principalement, on retrouve BPI, la région ou l'ADEME, sur des dispositifs qui vont du diagnostic innovation, diagnostic usage, jusqu'aux appels à projets et actuellement les plans de relance. Ça a été cité tout à l'heure par Céline. On peut très bien aller sur de l'EASY et finir sur un PIA 3 par exemple. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Il y a beaucoup d'offres, mais elles sont, il faut qu'elles soient cadencées dans le temps finalement. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On a cité les consultants qui le font aussi, l'agence et les pôles le font, parce que l'idée, c'est vraiment en fonction de l'état d'avancement du projet, ça ne va pas être les mêmes dispositifs à mobiliser, et il serait dommage d'en mobiliser un qui vous bloquerait sur d'autres. Donc, c'est vrai que dans ce méandre, en fait, c'est bien d'être accompagné. Et je voulais faire un petit message très rapide parce qu'en fait, c'est vrai que l'agroalimentaire, parfois, c'est un peu spécifique et on a de la chance où certains dispositifs sont vraiment dédiés à ce secteur. J'ai fait le focus sur trois choses, notamment l'aide à la faisabilité à l'innovation de BPI, qui est un dispositif connu, hein, qui est ouvert à tous les secteurs. Mais il y a une spécificité, c'est que BPI est conventionné avec le ministère spécifiquement pour les sujets agroalimentaires. Et c'est une aide qui peut aller jusqu'à 50 000 euros en subvention. Une deuxième aide qui est aussi spécifique aux industries agroalimentaires et spécifique même, puisque là, il s'agit d'une aide régionale, c'est l'aide au conseil aux entreprises agroalimentaires, donc qui est gérée par la région et qui peut aller jusqu'à 20 000 euros de subvention. Ça intervient à hauteur de 50%. C'est une petite aide qui est très très facile à mobiliser et qui peut très bien être sur des aspects techniques, mais aussi stratégiques. Et enfin, alors là, on s'éloigne un peu de l'innovation, mais c'est aussi des choses un peu particulières. C'est que, par exemple, dans l'aide à l'investissement, on parlait tout à l'heure d'écobo ou numériser son atelier, etc. Bah, ça peut nécessiter des investissements derrière productifs. Hein, une fois qu'on a levé ces phases de faisabilité avec, par exemple, des dispositifs Easy, on peut très bien se dire, bah oui, bah demain, l'acquisition d'un cobo, bah, c'est des investissements très lourds. Et ben là, typiquement, l'agroalimentaire, on va pas être sur des aides d'investissement industrie du futur classiques qu'on connaît dans les autres industries. On va avoir des modalités particulières puisque c'est un cofinancement FEADER région, donc c'est un dispositif spécifique lié aux IA. Donc avec des particularités, étant donné qu'on a du financement européen là-dessus, mais des taux d'intervention qui sont intéressants. Tout ça pour dire que voilà, Easy, c'est les dispositifs Easy, c'est une des briques qui peut être mobilisée notamment, forcément quand on travaille avec le CEA, ça a un fort intérêt. Certains dispositifs peuvent aussi l'être sans le CEA, mais l'idée c'est de se dire voilà, si vous avez un projet, rapprochez-vous des personnes qui organisent des séminaires, que ce soit l'agence ou les pôles, pour bien organiser et être sûr de ne pas passer à côté de certaines choses. C'est pas la course à la subvention, on n'est pas là pour tout subventionner et se dire on le fait que si on a de la subvention.
Par contre, inversement, parfois, ça peut être dommage de se dire, je suis passé à côté de quelque chose parce que voilà, j'ai pas eu l'information au bon moment. Et très honnêtement, les aides, ça change pas tous les jours, mais très très souvent en fait. Voilà, les appels à projets sont ouverts, fermés, etc. Les modalités peuvent varier, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des acteurs de proximité que vous avez dans votre entourage pour le secteur agroalimentaire. Voilà, et je pense qu'on en est arrivé à la fin, donc. Oui, c'est ça. Voilà, là vous avez nos coordonnées à l'agence que vous retrouverez du coup, et je crois que c'est la partie questions-réponses, donc je relaisse la main du coup à Anne. Je pense. Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais j'en profite de reprendre la parole pour vous dire, voilà, cette chaîne Easy, elle a vraiment été construite pour couvrir toute l'échelle de maturité, toute l'échelle, de maturité de technologie. Et l'agence est vraiment là, d'une part, que ce soit Céline Soubera du CEA ou moi, on est vraiment là pour voir rapidement si vous pouvez, si EasyPoc est pertinent ou pas pour vous, ou vous orienter vers d'autres dispositifs. Et puis, une fois qu'on a fait un EasyPoc, comme le montrait Céline, il faut continuer parce que le but vraiment, c'est d'aller jusqu'à l'industrialisation. Et ce n'est peut-être pas forcément EasyTech qui sera le meilleur dispositif approprié. Et l'agence est vraiment là, comme disait Pierre-Olivier, pour vous guider, pour vous conseiller et pour vous faire gagner du temps, surtout, et vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Voilà, donc je regarde le chat, mais je ne vois aucune question. Est-ce qu'on aurait été super clair? Alors, pardon un petit peu pour le temps écoulé, on a un petit peu dépassé. Quelqu'un a écrit, donc je regarde si quelque chose arrive. Et puis sinon, s'il n'y a pas de questions, vraiment, je vous remercie pour votre attention. Il y a eu des petits bugs au tout début, des gens ont pris du temps, ont eu du mal pour se connecter. Sachez que le webinaire est enregistré, on vous enverra le lien pour voir le replay. Et peut-on prendre rendez-vous? Nous avons un développement et un produit à livrer dans les prochains mois. Mais bien sûr, prenez